Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kill Real. Aujourd'hui, on va vous faire un petit top 5 de nos films préférés à Fantasia cette année. Alors Fantasia, c'est l'événement à ne absolument pas manquer quand on tripe sur le cinéma d'horreur, les films de kung-fu, science-fiction, on a aussi beaucoup de thrillers. Oui. C'est vraiment immanquable. C'est un festival qui est extrêmement important dans le milieu du cinéma de genre en Amérique du Nord. Il me semble même que c'est le plus important, le plus couru par les cinéastes et les cinéphiles. Et aussi, c'est important de mentionner qu'à Montréal, c'est quand même un rendez-vous immanquable pour tout ce qui est festival de cinéma, comme il y a le FNC, il y a les rendez-vous et Fantasia. C'est ça. C'est comme la Sainte Trinité. Puis ça se retrouve dans la crowd. Oui, définitivement. Parce que c'est le genre de... je pense que c'est le seul endroit où on peut hurler dans une salle. Moi, c'est une des choses que j'attends le plus à Fantasia, là. Gueuler. Oui. C'est juste s'asseoir. Quand les lumières s'éteignent, tout le monde miaule. C'est important de mentionner que moi et Fred, on est des énormes consommateurs de Fantasia, on est des carnivores. Toi, je sais pas comment t'as vu de film l'année dernière. L'an passé, j'en ai vu la modique sub de 63. 63, ouais. Moi, j'en avais juste vu 30. Juste. C'est quand même un pas pire chiffre, mais malheureusement, cette année, je n'ai juste vu, je pense, une quinzaine. J'ai vraiment pas vu tant de films que ça. Ben, pareil, j'ai pas pu autant y aller que je l'espérais. Même qu'on a manqué des incontournables, là, que tout le monde parlait, y compris un certain Train to Busan. On a manqué énormément de films, donc gardez ça en tête quand on dit notre top 5. Comme moi aussi, une des choses que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu majoritairement des films américains. Alors que Fantasia s'est reconnu pour comme étant un festival international qui offre une sélection asiatique assez incroyable. D'où le nom Fantasia, parce qu'à l'origine c'était un festival de films asiatiques. Ouais. Numéro 5. Numéro 5. Mon numéro 5, c'est le dernier film de Mike Flanagan, Before I Wake. Pour ceux qui connaissent ce cinéaste-là, il a fait Oculus, il a fait Hush. Deux films qui ont été quand même assez appréciés. Puis avant ça, il en a fait d'autres qui avaient des noms latins. Ouais, parce que justement, le précédent nom de Before I Wake, c'était Somnia. Donc, il était censé faire partie d'une trilogie non officielle. Mais la production a pas tant trippé là. Moi non, c'est ça. Before I Wake, ça raconte l'histoire en fait d'un couple qui vivent le décès de leur enfant et que pour surmonter ça, en fait, ils décident d'adopter un orphelin. Et la particularité de cet orphelin-là, c'est qu'il y a des dons particuliers. À chaque fois qu'il rêve, ses rêves deviennent réalité, mais ses cauchemars aussi, donc tous les recoins les plus sombres de son subconscient s'éveillent la nuit. Et en fait, la particularité de ce film-là, c'est qu'il fait partie un peu du désir de Flanagan d'utiliser l'horreur pour parler de trucs plus humains, en fait. Before I Wake, avant la projection, le réalisateur nous a dit qu'il trouvait pas que c'était tant un film d'horreur, c'était plus un conte pour adultes. D'un côté, c'est vrai, d'un autre, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'horreur dans ce film-là. Toi aussi, tu l'as vu. Je sais que tu l'as pas tant apprécié. Non, pas vraiment. Ouais. Tu peux dire ton avis un peu? Ouais, autant j'avais vraiment apprécié la première partie du film, qui pour le coup rentre vraiment dans le conte fantastique pour adultes. Puis la deuxième, la fin du film plonge vraiment dans l'horreur totale. Puis quand j'entends Mike Flanagan dire comme c'est vraiment pas un film d'horreur, je veux pas qu'on considère ça comme un film d'horreur, il utilise comme vraiment à outrance des jump scares, des jump scares vraiment poche en plus. Ce film-là, je trouve pas que c'est une réussite monumentale. Sauf que j'aime vraiment ce qu'il a essayé de faire. Je trouve que ça rappelle vraiment... les intentions sont nobles. Elles sont vraiment là et elles sont bonnes. Je trouve qu'il réussit quand même bien son parti pris d'utiliser l'horreur pour le drame. Ouais. Ça marche quand même vraiment bien. Les personnages ils ont une progression psychologique assez intéressante. On vit leur deuil. Ils tombent rarement dans la quétainerie ou tout ce qui est à l'eau de rose. Quoique vers la fin, ça frôle de très près. Mais de manière générale, c'est quand même assez bien réussi. Ça rappelle énormément le labyrinthe de Pan. de Guillermo del Toro. Donc, c'est ce Before I Wake, c'est pas un film sans faille, ça c'est clair et net.
Sauf que j'adore, en fait, cette idée-là d'utiliser l'horreur pour autre chose que simplement l'horreur. Oui. En ce qui me concerne, mon numéro 5, c'est Yoga Hosers de Kevin Smith. C'est un réalisateur que j'apprécie vraiment beaucoup. Moi aussi. Et son dernier film... N'a pas déçu. N'a pas déçu. C'est du Kevin Smith. Je tiens à mentionner que le film est aussi dans ma liste, sauf qu'il est en numéro 3. Donc moi, je l'ai mis un peu plus haut parce que j'ai vraiment eu énormément de plaisir avec ce film-là. Je vais te laisser en parler un peu. C'est encore une folie what the fuck oui. sans nom. Ben, ça s'appelle Yoga Hosers. Déjà, ça s'appelle Yoga Hosers. Et puis pour faire un peu un lien avec le cinéma de Kevin Smith, il est connu pour avoir fait Clerks 1, Clerks 2, une sacrée série avec les personnages de Jay et Silent Bob. Mais dernièrement, il a fait donc Tusk, un film qui a extrêmement divisé la critique et qui a aucun sens, tellement c'est bon et ridicule et incroyable. C'est important de mentionner aussi que Tusk fait partie du même univers filmique que Yoga Hosers, qui est comme une trilogie sur le Canada, en fait. Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, les deux personnages des deux Yoga Hosers apparaissent rapidement dans Tusk. Ouais. Puis on a aussi le personnage de Guy Lapointe. Guy Lapointe. Un Québécois joué par Johnny Depp. Donc, pour continuer sur l'explication de ce qu'est Yoga Hosers, ce sont... Bonne chance. Oui, ce sont comme deux adolescentes vraiment énervantes. Tu sais, l'adolescente typique qui est tout le temps sur son cellulaire puis qui utilise des termes comme basic. Ouais, oh, that's so basic. Elles se font attaquer par des comment ça s'appelle? Des Bratzies. Des Bratzies qui sont des bratwurst, donc de la saucisse allemande nazie. Ouais, parce que tout le monde sait qu'il y a eu un Canadian Hitler oui. qui était à Winnipeg. Puis ça raconte tout... je sais même pas de quoi ça raconte. Mais je sais que j'ai eu un shitload de plaisir avec ce film-là. Oui, c'est juste comme... C'est une pure partie de... C'est du n'importe quoi. Mais c'est une comédie d'horreur qui se prend absolument pas au sérieux et qui se prend en même temps très au sérieux parce que la volonté de Kevin Smith, qui était donc présent avant et après le film pour un genre de méga Q&A dans lequel il n'était vraiment pas avare de paroles. Non. Il a comme expliqué toute la jeunesse du film qui remonte presque à son enfance pour de vrai. Ouais. Et donc il expliquait que Yoga Hosers était pour lui comme le film qu'il aurait voulu voir s'il avait été une jeune adolescente. Ouais. Pour ceux qui n'aiment pas tant Kevin Smith, ne vous aventurez pas avec Yoga Hosers. C'est parce que c'est du Kevin Smith puissance 1000. C'est encore un film qui va diviser la critique. J'essaie tout le temps d'expliquer un peu que il y a les mauvais films, les bons films, les excellents films, et puis Kevin Smith, il est juste dans un univers parallèle. On peut pas comme quantifier ses films de manière normale. Non, c'est quelque chose à part. Ouais. Donc on le recommande à ceux qui aiment Kevin Smith, sinon passez votre chemin. Numéro 4. Pour le numéro 4, c'est intéressant parce qu'on a le même film. Oui, et c'est le premier qu'on allait voir. Oui. C'est le documentaire Creature Designers, présenté par le sacro-saint Monsieur Guillermo fucking del Toro. Creature Designer, en fait, c'est, comme le titre le dit si bien, un documentaire qui se penche sur le creature design à Hollywood et dans le monde du cinéma de manière générale. Ça retrace, en fait, le parcours de certaines des figures horrifiques les plus populaires du cinéma. Comme on passe de Nosferatu à Frankenstein, le loup-garou de Londres, les Gremlins, Jaws, on voit tout. On voit tout. Pourquoi est-ce qu'on a adoré ce film-là? Ben, ce qui est drôle en fait, c'est que techniquement, c'est pas ouf. Même qu'il y a des problèmes de son assez flagrants. Oui, ça ressemble beaucoup en fait à un documentaire qu'on pourrait trouver en bonus sur un Blu-ray. Ouais. C'est techniquement le film en soi. C'est un bon documentaire, mais c'est pas à tomber par terre. Non, c'est un documentaire vraiment très didactique. Ouais. C'est un documentaire de bonus de Blu-ray. Ouais, non, totalement. Ouais. Sauf que la particularité de ce film-là, c'est que, pour ceux qui le savent pas, moi et Frédéric, on est des apprentis cinéastes. On vient toujours... lui, il a fini ses études et moi, j'entame ma 3e année. Ce film-là... ça faisait extrêmement aspirant. Totalement. Ce film-là a réussi vraiment à capturer la passion du cinéma d'horreur
Ouais. Puis il fait juste donner le goût de faire du cinéma. Oui, vraiment. Mais comme tu le dis, il capture très bien la passion, non seulement des creature designers, mais aussi des autres intervenants. Pour le coup, Kevin Smith apparaît dans le film comme intervenant, mais Guillermo del Toro aussi. C'est incroyable de voir comme à quel point pour eux c'est une religion. Pour Del Toro, c'est littéralement une religion. Là. Ah oui, totalement. Il dit que pour lui, un film d'horreur, puis des festivals comme Fantasia, c'est quasiment une église, là où tout le monde se réunit pour partager une passion commune. Puis les monstres sont comme... C'est Dieu. C'est Dieu, ouais. C'est très beau, en fait, de plonger avec eux dans cette... Il n'y a pas de mot que passion. Non, c'est ça. En regardant ce film-là, je me suis rappelé... C'est pour ça que j'étudie en cinéma. Ouais. C'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est pour cette passion-là. Ouais. Mon numéro 3, comme je vous l'ai dit, c'est Yoga Hosers. On en a déjà parlé. Donc, on va tout de suite passer à ton numéro 3. Mon numéro 3, c'est The Love Witch. Donc, The Love Witch, c'est littéralement un film qui a été fait pour moi. Il me semble que les cinéastes derrière ce film-là se sont dit « Tiens, Frédéric habite à Montréal, on va faire un film et on va le présenter à Fantasia pour lui. » Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un énorme mangeur de cinéma des années 70, en particulier italien. Et The Love Witch, c'est une lettre d'amour au cinéma érotique européen de ces années-là. Le film est tourné en 35 mm. Fuck yes. Et il est colorisé comme s'il avait été tourné en Technicolor en plus. Il raconte donc l'histoire d'une sorcière qui est en mal d'amour. Elle est en recherche d'amour et donc elle va utiliser ses dons de sorcière pour faire des potions magiques, des filtres d'amour. C'est juste incroyable parce que c'est une très bonne comédie. C'est une comédie, bien entendu. C'est très drôle. C'est un peu longué, mais on dirait que c'est presque fait, que c'est maîtrisé, que cette longueur-là est maîtrisée et qu'elle-même rend hommage à la pauvreté scénaristique de certains des films auxquels The Love Witch rend hommage. Et dans le fond, je me suis pas ennuyé du tout. Puis ce qui est drôle, en fait, c'est que moi, j'ai pas vu le film, comme j'ai dit, mais j'ai vu la bande-annonce et les premières images que j'ai vues, j'étais convaincu que c'était vraiment un film des années 70. Parce qu'en fait, Fantasia est reconnu aussi pour présenter des vieux films. Donc, je pensais que c'était un de ces vieux films-là. Mais pas du tout, c'est un film qui a été fait en 2016. Puis qui est extrêmement bien maîtrisé. Ouais, parce que tu sais, des fois, on sait que quand on essaye de refaire un style ancien, des fois ça marche pas trop. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais celui-là, c'est un exemple que ça marche à fond. Là. En parlant de 35 mm, on va passer au numéro 2 de notre top. Je dis parlant de 35 mm parce que mon numéro 2, c'est un film qui a été tourné en 16 mm, un film intitulé I Am Not a Serial Killer. C'est un thriller mystère / horreur qui raconte l'histoire en fait d'un jeune homme qui est un peu sociopathe, un peu pas mal, et qui vit en fait des pulsions meurtrières en lui. Il pense qu'un jour, il pourrait devenir un tueur en série. Donc, il essaie de combattre ces pulsions-là. Pour ça, il se donne des règles pour rester le plus normal possible. Un peu à la Dexter. Ouais. Mais aussi, il va passer du temps avec sa mère qui travaille dans une morgue, puis il aide sa mère avec les corps. Sauf qu'un jour, il se rend compte qu'il y a un vrai tueur en série dans sa ville qui est en train de faire des ravages et il va essayer de capturer, de démasquer ce tueur en série-là. Mais en faisant ça, il va frôler de plus en plus la folie, puis sa limite de sociopathie va un peu déborder. C'est un mystère qui est vraiment super bien amené. Premièrement, le personnage principal, c'est important de mentionner que c'est un protagoniste qui, à la base, ne devrait pas être attachant, mais qui réussissent quand même à rendre hyper intéressant puis hyper attachant. Aussi important de mentionner que le film met en vedette Christopher Lloyd. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui joue Doc Brown dans Back to the Future. Et c'est important de dire qu'il était à la projection. Et lui, il joue un personnage d'un espèce de vieux bonhomme étrange qui se lie d'amitié avec ce jeune homme-là, puis on découvre bien des choses sur le passé de cet étrange bonhomme, autant que ce soit par l'ambiance, une espèce d'ambiance glauque vraiment intéressante, sa musique qui une espèce d'orgue mélangé avec un synthétiseur, c'était super efficace.
Ces personnages qui sont super. Sa direction photo 16 mm qui donne un look assez dark and gritty à l'image. Bref, puis aussi c'était hyper inventif au niveau du scénario. Ça nous lance à plein d'endroits assez inattendus. Bref, I'm Not a Serial Killer, je vous le recommande fortement. Moi, j'ai absolument rien à dire là-dessus puisque je ne l'ai pas vu. Exactement. Il fait partie de ma liste des... Oui, t'adorerais ça. J'aurais dû le faire. J'aurais dû y aller. Oui. En ce qui me concerne, mon numéro 2, c'est The Greasy Strangler. The Greasy Strangler, tout à l'heure, on vous parlait de Yoga Hosers et on vous disait à quel point c'était what the fuck. The Greasy Strangler, comme j'expliquais à Michael, il n'y a aucun moyen d'essayer de prévoir ou d'essayer de comprendre à quel point ce film est what the fuck. C'est de toute évidence le film le plus what the fuck que j'ai vu de toute ma vie. À ce point-là, de toute ta vie? Ouais, de toute ma vie. Pourtant, t'étais assez fucké, là. T'en regardes des affaires bizarres. Là. J'ai regardé des affaires bizarres, mais celle-ci... C'est la plus... Oh, T'as oui. même pas de mots? Non, j'ai pas de mots, c'est très difficile à expliquer. Bah, le film, en fait, ne prend aucun des chemins cinématographiques, scénaristiques qui existent. Je sais pas comment dire ça. Ce n'est pas un film. Non, ce n'est pas un film. Ce sont deux personnages étranges, deux adultes, un qui s'habille de façon extrêmement étrange, qui vivent le plus clair de leur temps à la maison en sous-vêtements. Ils sont guides touristiques, ils font les tours du lac roulé rose et ils présentent des endroits célèbres gras. Donc tout ce qu'ils mangent, c'est du gras. Oh my God, je sais pas comment expliquer ça. Bon, honnêtement, c'est vrai, je pourrais pas vous expliquer c'est quoi ce film. Mais tu le conseilles. Ah oui, mais comme... Il faut être prêt mentalement. Préparez-vous mentalement parce que c'est un tour de montagne russe. C'était une des meilleures projections de ma vie. C'était une des meilleures projections de ma vie et puis il y a juste Fantasia pour offrir ça parce que tout le monde dans la salle était sur le cul. Et puis les producteurs étaient là. Et puis ils expliquaient à quel point c'était compliqué pour eux de produire ce film-là. Je peux même pas imaginer pitcher ce projet-là à des investisseurs. Parlant de montagne russe à couper le souffle, on va parler du numéro 1. On a un numéro 1, on a le même film en fait. Puis je pense que c'est assez unanime. Ouais, c'est probablement unanime aussi à Fantasia. Ouais. Le film a vraiment a très très bien marché. Le film en question, c'est Don't Breathe. Le dernier film de Fede Alvarez, celui qui avait fait le remake de Evil Dead en 2013. 2013, oui, c'est ça. 2012 ou 2013 2013. 2013. Et précisons aussi, Sam Raimi, réalisateur de la saga The Evil Dead originale, était à la production du remake. Et là, il est aussi à la production de Don't Breathe. Donc on a une sorte d'équipe gagnante déjà à la base. Donc, Don't Breathe, c'était... Incroyable. Cool. J'avais pas de mots. C'est comme... Je sais que des fois on peut dire ça souvent, cette phrase-là, mais c'est littéralement le meilleur thriller que j'ai vu depuis très, très, très longtemps. Oui. Je pense que j'ai pratiquement rien à redire sur ce film-là. Vraiment? C'est un film qui cultive la surprise, là, ça n'a aucun sens. À chaque 10 minutes, il se passe de quoi de surprenant. Mais par contre, on peut pas trop en parler parce qu'on veut faire une critique sur Kill Real de Don't Breathe, dans laquelle on va en parler un peu beaucoup plus de manière beaucoup plus approfondie, comme il faut absolument parler du méchant du film. On peut comme au moins donner un genre de scénario rapide, de synopsis. Donc c'est comment ils appelaient ça? Un genre de home invasion inversé. Parce que ce sont des petits bums, des jeunes qui ont pas tant d'argent. Ils vivent à Détroit en fait. Ils veulent partir de leur ville pour la Californie. Oui. Puis donc ils cambriolent des maisons pour se faire un peu d'argent. Et là ils viennent d'apprendre qu'il y aurait dans telle maison un vieil aveugle, un vieux vétéran, puis il serait assis sur un sacré magot d'ailleurs, plusieurs millions de dollars il me semble. Non, plusieurs centaines de milliers. C'est 300 000 $. Ouais, c'est à 300 000. Et donc ils s'introduisent chez ce vieux en pleine journée d'ailleurs. Non, c'est le soir. Ah, c'est le soir. Ils vont voir. Ils passent la nuit là-bas. C'est ça. Parce que bien entendu, ça part en couille et
L'horreur ne fait que débuter. Allez le voir. C'est un incontournable cette année, là, à mon avis. Un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu cette année. Ah ouais? Non, c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu cette année, facilement. Puis, Mieux que Conjuring? Ah ben oui. Je vais même pas dire la note que je vais donner à Don't Breathe, mais c'est pas loin d'un 10. Et c'est ce qui conclut notre top 5 de cette édition fantastique du Festival Fantasia. On espère que vous avez aimé ça. Écrivez dans les commentaires vos tops à vous. Dites-nous ce que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre top ou whatever, partagez votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo et de liker, de partager. Puis surtout, oublie pas Facebook. Ok, on raccroche. Ouais, il faut raccrocher. On raccroche. Est-ce qu'on regarde cette finale-là? Ben oui. Ben oui.